ce jour. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche particulièrement, mais ce live show se voudra un entretien entre le réfugié politique que je suis et les libres penseurs africains qui sont persécutés par leurs gouvernements respectifs. Les libres penseurs africains, je précise. Voilà, donc il sera donc question ce soir d'une problématique, celle de la protection des réfugiés politiques en Afrique. Et cette problématique que je me permets de dégager à travers ce live show part du constat que moi-même j'ai eu à faire, ainsi que de l'expérience que j'ai vécue en tant que réfugié politique d'origine camerounaise. Alors, partagez, hein, ne vous contentez pas de vous connecter, vous pouvez partager. C'est selon la plateforme dans laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes sur Twitter, si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube, alors partagez le direct. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Partagez au maximum. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Nous allons commencer le direct. Nous sommes déjà à 33, c'est pas mal. Alors, nous sommes déjà 33. Continuez à partager le direct. Connectez-vous, mesdames et messieurs. Connectez-vous. Alors, connectez-vous, mesdames et messieurs. Dès que nous sommes 50, je démarre. Dès que nous sommes 50, je démarre. Alors, j'aimerais être rassuré quant à la qualité du son. Est-ce que quelqu'un peut me rassurer au sujet de la qualité du son? Est-ce que le son est de bonne qualité, s'il vous plaît? J'aimerais être rassuré quant à la qualité du son. Chers internautes, est-ce que je peux avoir la certitude que le son est de bonne qualité, s'il vous plaît? Alors, bon, j'attends toujours d'être rassuré quant à la qualité du son. Alors, connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez. Dans quelques instants, on démarre. Connectez-vous et partagez, mesdames et messieurs. OK, sound is good. Tusen tak. Thank you very much. Alors, nous allons donc commencer. Hein, nous allons donc commencer avec ce direct. C'est vrai que le matin, j'ai annoncé que le direct était reporté à une date ultérieure. Bon, ce qui fait que beaucoup de gens ne s'attendaient pas à ce que ce direct soit réalisé à cette heure précise. Je tiens à m'excuser pour cela. Merci à Zona Cooker qui estime que le son il est bon. Voilà, on va donc commencer. Hein. Bon, on ne va pas attendre que nous atteignions 100 ou 200 ou 200 internautes qui sont en direct, qui sont connectés. Alors, comme vous pouvez le voir au bas de ce petit écran, nous allons parler de la situation des réfugiés politiques en Afrique, entre gloire et déboire. Donc, comme je le disais tantôt, j'aimerais à travers ce direct partager mon expérience avec des activistes, des journalistes, des écrivains qui sont en Afrique, qui sont persécutés par les régimes politiques de leurs pays respectifs et qui sont tentés d'aller chercher refuge dans un autre pays africain. Donc, c'est donc mon expérience en tant que réfugié politique que je vais devoir partager avec vous. Alors, nous allons d'abord commencer par la définition des concepts. Hein. D'abord, le cadre juridique.
Alors, le cadre juridique de la protection d'un réfugié, c'est, comme vous le savez si bien, la Convention de Genève du 28 juillet 1951. C'est une convention qui a été ratifiée par 98% des pays de par le monde, du moins des membres des Nations Unies. Alors, le Cameroun également l'a ratifié. Alors, c'est donc cet instrument juridique international qui encadre la protection internationale du réfugié. Alors, est considéré comme réfugié toute personne qui est persécutée par des groupes aussi bien étatiques que non étatiques, et qui, du fait de ses opinions politiques, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, de sa religion, de son ethnie, est tenté de quitter son pays d'origine pour aller s'établir dans un autre pays afin d'y trouver de la protection. Alors, est également réfugié celui-là qui est poussé à quitter son pays pour aller s'installer dans un autre pays du fait des événements assez troubles tels que les catastrophes naturelles, telles que la guerre civile, etc., etc. Donc voilà donc les deux catégories de réfugiés. Mais ce soir, nous allons nous appesantir sur ces personnes qui, du fait de leurs opinions politiques, sont dans l'obligation de s'établir dans un pays autre que le leur, afin de solliciter la protection de leur pays d'accueil. C'est donc de cette catégorie de réfugiés que nous allons parler ce soir. Alors, ce message s'adresse aux Africains, aux libres penseurs africains, que ce soit des journalistes, que ce soit les cyberactivistes sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc., que ce soit des artistes musiciens engagés, que ce soit des écrivains, que ce soit des universitaires, que ce soit des soldats, parce que ce que beaucoup de personnes ne savent, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que même les militaires qui, parce qu'on leur donne des ordres manifestement illégaux, refusent d'exécuter ces ordres-là, et pour échapper à des représailles, se sentent dans l'obligation de quitter leur pays d'origine pour aller chercher refuge ailleurs, ont le droit d'être reconnus comme réfugiés. Alors, c'est donc de cette catégorie de réfugiés que nous allons donc parler. Alors, j'ai donc un conseil à donner à cette catégorie de réfugiés. Alors, le conseil que j'ai à donner aux réfugiés politiques africains, davantage les réfugiés politiques africains, c'est que, premièrement, lorsque vous vous sentez persécuté dans votre pays, n'hésitez pas une seule seconde. N'hésitez pas une seule seconde. Cherchez à partir de votre pays d'origine. Parce qu'il ne sert à rien de faire le bras de fer avec les autorités, surtout dans des pays dictatoriaux comme le Cameroun. Il ne sert à rien d'engager un bras de fer avec les tenants du pouvoir.
parce que si ces derniers décident de vous écraser, ils vont le faire sans hésiter. Alors, c'est comme par exemple, vous vivez dans un quartier et dans ce quartier règne l'insécurité. Vous n'allez pas demeurer dans ce quartier parce que vous voulez montrer que vous êtes trop fort, que vous êtes trop courageux, que vous avez le courage de vos convictions. Non. Parce que si vous persistez à demeurer dans ce quartier, un jour ou l'autre, vous serez agressé. Et si vous partez de ce quartier-là, qui est en proie à une insécurité galopante, ce n'est pas parce que vous êtes lâche, ce n'est pas parce que vous manquez de courage, c'est tout simplement parce que c'est l'instinct de survie qui vous pousse à quitter ce quartier pour aller vous établir ailleurs. C'est de cela qu'il est question. Donc, lorsque vous êtes journaliste, un journaliste qui investigue sur la malgouvernance dans son pays, lorsque vous êtes un écrivain engagé, lorsque vous êtes un artiste engagé, un peintre, ou bref, lorsque vous êtes un libre penseur, quand vous sentez que dans le pays où vous êtes né, dans votre pays d'origine, vous êtes persécuté pour vos idées, pour vos opinions, cherchez à partir. Alors, quand vous quittez votre pays pour aller vous installer dans un autre, évitez de passer par les aéroports. Première chose, évitez de passer par les aéroports. Pour avoir plus de chance, pour avoir la chance de voir prospérer votre demande du statut de réfugié dans votre pays d'accueil, il faut plutôt sortir de manière clandestine. Pourquoi je le dis? Lorsque j'étais au Burkina Faso, par exemple, j'ai saisi dans ce pays-là la Commission nationale des réfugiés. J'ai saisi la Commission nationale des réfugiés et le jour de l'entretien, il m'a été posé la toute première question qu'on m'a posée. C'était de savoir que, mais, monsieur, on remarque que vous êtes sorti de votre pays par l'aéroport, la police des frontières a contrôlé votre passeport, vous avez traversé toutes les barrières de police et vous êtes sorti avec un visa en bonne et due forme. J'ai dû leur expliquer que premièrement, mon passeport, il a été établi avant mes admis judiciaires au Cameroun parce que je suis enlevé par la division de la sécurité militaire le 20 2018. Or, mon passeport, lui, il est ce mai 2018. Bon, autre chose que je leur ai expliqué également, c'est que, comme vous pouvez le constater, moi, j'ai vécu à Yaoundé. C'est-à-dire que quand je quitte le Cameroun, en mai 2019, je vis à Yaoundé. Or, c'est par Douala que je suis sorti. Parce que j'avais été prévenu de ce qu'il fallait que je sorte plutôt par Douala parce qu'à Yaoundé, on risquait de me poser un tas de questions et finalement, je risquais de ne plus pouvoir voyager. Et ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis, parce que c'est ce que je leur ai expliqué, que j'ai dû me jouer des coudes. J'ai dû jouer des coudes pour pouvoir sortir. Et le jour où je partais, c'était par l'aéroport de Douala. C'était une manière de leur prouver que les choses n'ont pas été si aisées que ça. Je suis sorti par l'aéroport de Douala et à l'entrée de la salle d'embarquement, c'est un agent des services de renseignement qui me stoppe. Il me questionne, il me dit, mais monsieur, où est-ce que vous allez? Je lui dis, voilà, je vais au Burkina pour ceci, cela. Après, cet agent des services de renseignement me demande que qu'est-ce qui prouve? Est-ce que je peux avoir des papiers, je ne sais pas, une documentation qui prouve tes dires? Bon, j'ai sorti l'ordre de mission et puis, je ne sais pas, l'invitation que m'a faite l'association qui m'invitait au Burkina Faso.
Bon, j'ai présenté tout cela à cet agent des services secrets. Bon, quand il a regardé, il a vu que bon, c'était une histoire qui concernait la fête du travail, un genre. Bon, il a dit, OK, tu peux partir. Donc, c'est aussi une occasion pour moi de dire à mes frères, mes jeunes frères africains, les libres penseurs africains qui se sentent persécutés dans leur pays d'origine, que vous pouvez aussi procéder par de telles astuces, c'est-à-dire que vous achetez un billet aller-retour, parce que c'est ce que j'ai fait pour sortir du Cameroun. C'était pour donner l'impression aux agents des renseignements, à la police des frontières, que voilà, c'est un voyage ordinaire. Je pars pour revenir, je ne pars pas pour demeurer là-bas. Mais l'idéal serait que vous sortiez plutôt par des issues dérobées. Quand vous voulez sortir du pays, parce qu'une fois dans votre pays d'accueil, vous avez plus de chances. Vous avez plus de chances pour bénéficier du statut de réfugié. C'est plus facile. Parce que quand vous sortez par l'aéroport, bon, si vous ne faites pas comme moi j'ai fait, ça va être très compliqué pour vous. Et autre conseil que j'aimerais donner aux libres penseurs qui sont persécutés dans leur pays d'origine. Si par exemple, vous avez été en prison, c'est-à-dire que votre gouvernement vous a jeté en prison, vous êtes sorti, restez calme. Restez calme. C'est-à-dire qu'un peu comme moi, c'est-à-dire que quand je suis sorti de prison au Cameroun, le 14 je crois que c'était le 14 décembre 2018, en dehors de quelques sorties sporadiques sur les réseaux sociaux, sur des sujets n'ayant rien à voir avec l'actualité brûlante de l'époque. Vraiment, ceux qui m'ont suivi à l'époque, c'est-à-dire à ma sortie de prison sur Facebook, peuvent témoigner que j'étais. Beaucoup de gens se demandaient même si je ne suis, si c'est une maladie qui est en train de me ronger. Beaucoup se posaient la question de savoir que, mais qu'est-ce qui se passe depuis que Bien est sorti de prison, il ne parle plus, qu'est-ce qu'on lui a même fait manger là-bas en prison et tout, et tout, et tout. Vous restez calme. Le temps pour vous de mettre tout en place pour sortir. Parce que si vous reprenez dans votre activité, c'est-à-dire que ce soit le journalisme, que ce soit l'activisme sur les réseaux sociaux, que ce soit la musique engagée, que ce soit l'écriture des livres, et que par la suite, vous sortez du pays pour vous retrouver dans votre pays d'accueil et que vous demandez l'asile politique là-bas, la commission des réfugiés, c'est-à-dire que les autorités de ton pays d'accueil vont te dire que mais tu dis que tu es persécuté, mais quand tu es sorti de prison, on a vu, tu as continué à écrire des livres, tu as continué à écrire des articles, tu as continué à chanter, à critiquer le gouvernement. Tu n'étais pas inquiété. Bon, maintenant, toi, tu te retrouves ici, tu nous dis que voilà, tu es persécuté et tout, et tout, et tout. Donc, quand vous sortez de prison, vous restez calme. Ne bavardez pas trop dans les médias. Restez calme. Restez très calme. Parce que ça va énormément vous aider dans votre pays d'accueil. Si vous arrive de vous retrouver dans un pays autre que le vôtre en train de solliciter le statut de réfugié, ça va beaucoup vous aider. Bon, il y a également autre chose. Un autre conseil que j'aimerais donner à mes jeunes frères africains, les libres penseurs. Alors, lorsque vous demandez l'asile politique dans votre pays d'accueil, faites tout, mais alors tout, pour que tout ce que vous déclarez devant la commission des réfugiés soit, c'est-à-dire que tout ce que vous dites s'asseye sur des preuves matérielles. N'avancez pas des paroles en l'air, genre j'ai reçu des menaces.
j'ai été torturé en cellule, j'ai reçu ceci, cela, j'ai été machin, on m'a dit, on m'a menacé. Si vous avez fait l'objet de menaces, il faut que vous apportiez la preuve de ces menaces-là. Par exemple, vous avez reçu des menaces, même anonymes. C'est-à-dire que vous avez reçu des menaces dans votre inbox Messenger ou WhatsApp ou alors un SMS. Allez, vous faites une capture d'écran, vous gardez. Parce que ça va vous aider demain. Surtout les menaces, parce que quand vous réussissez à produire, à apporter la preuve des menaces que vous subissez, vous avez 80%, 90% de chances d'être, de bénéficier du statut de réfugié politique. Vous avez plus de chances de bénéficier de ce statut. Autre conseil que j'aimerais donner à mes frères, là, mes frères africains, les libres penseurs qui sont persécutés dans leur pays d'origine, lorsque vous sortez de votre pays, évitez les pays limitrophes. Évitez les pays limitrophes. Ça veut dire que si vous êtes Camerounais, il faut éviter d'aller demander l'asile au Nigeria, au Tchad, au Gabon, au Congo, je sais pas, en Guinée équatoriale. Ou alors, si vous sortez, si vous voulez demander l'asile dans un pays limitrophe du vôtre, soyez discret. Ne faites aucune déclaration publique. C'est-à-dire que n'émettez aucune opinion contre votre pays d'origine. Vous restez discret dans votre petit coin. Vous demandez l'asile. Si on vous l'accorde, vous progressez, vous allez un peu plus loin. Ne restez jamais. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est-à-dire que si vous décidez de partir de votre pays pour aller demander l'asile dans un pays voisin, dans un pays limitrophe du vôtre, si c'est dans l'optique de mener votre vie ordinaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est dans l'optique d'aller continuer à mener votre activisme, d'aller continuer à exercer votre métier de journaliste à travers lequel vous critiquez les dirigeants de votre pays d'origine, ça va être très difficile pour vous parce que votre pays d'accueil ne va même pas hésiter à vous livrer à votre pays d'origine. Ça, il faut que nous soyons clairs. Parce qu'un comme moi, je ne pouvais jamais, c'est-à-dire qu'à ma sortie du Cameroun, là, je ne pouvais jamais aller m'établir dans un pays limitrophe du Cameroun, dans un pays voisin du Cameroun. Jamais. Parce que c'est la porte d'à côté. C'est la porte d'à côté. Ça veut dire que si les agents des services de renseignement du Cameroun veulent vous kidnapper là pour vous ramener au Cameroun, ça ne leur coûte absolument rien. Donc, il faut aller, si vous choisissez d'aller en exil pour demander l'asile politique, allez loin, très loin de votre pays d'origine. Très, 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 très loin. De manière à ce que même si les agents des services secrets avaient seulement l'idée de venir dans votre pays d'accueil, ils n'auraient pas d'autre choix que de vous tuer plutôt que de vous ramener au pays. Et vous savez que les opérations homo au sein des services secrets, ce sont les opérations les plus compliquées, les plus difficiles qui soient. Les plus difficiles. Et quand vous arrivez dans votre pays d'accueil, évitez de vous retrouver dans des associations des ressortissants des ressortissants de votre pays d'origine. Évitez. Soyez le plus discret possible.
soyez le plus, on va dire quoi, Euh, soyez le plus en retrait possible. C'est-à-dire que évitez un certain type de compagnie. Évitez de vous retrouver à certains endroits à une heure tardive de la nuit. Évitez d'aller, c'est-à-dire que évitez euh, de répondre aux appels téléphoniques des personnes que vous ne connaissez pas. Ou alors si quelqu'un que vous ne connaissez pas dans votre pays d'accueil vous donne un rendez-vous, il vous dit, écoutez, retrouvez-moi à tel endroit, on va s'asseoir pour boire une bière. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, n'y allez pas. N'y allez pas. N'y allez surtout pas. Et quand vous demandez, quand vous êtes à la conquête d'un pays d'accueil, évitez autant que faire se peut les pays où se trouve l'ambassade, c'est-à-dire les pays qui abritent l'ambassade de votre pays d'origine. C'est très dangereux aussi. Donc, cherchez des pays où l'on ne retrouve pas des ambassades de votre pays d'origine. Parce que dans un pays qui abrite l'ambassade, c'est-à-dire que dans un pays où on retrouve une ambassade du Cameroun, c'est très facile que les autorités de ton pays d'origine, à travers les services secrets, puissent monter une opération visant soit à vous tuer, soit à vous faire rapatrier au pays. Donc, il faut éviter les pays où se trouvent les ambassades ou l'ambassade de votre pays d'origine. Il faut éviter. Alors, lorsque vous êtes à la recherche d'une terre d'asile hein, dans le continent africain, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider par les ONG locales et internationales. Ne faites pas de cette quête d'une terre d'asile une initiative personnelle. Non. Il faut contacter des ONG dans vos pays d'origine. Par exemple, au Cameroun, il y a le RIDAC, il y a le RECODE, il y a pas mal d'associations qui peuvent bien vous aider à trouver une terre d'asile. Voilà. Il y a aussi pour les journalistes, les écrivains, etc. Il y a des organismes internationaux tels que ICORN, tels que PEN International. Vous contactez des reporters sans frontières ou alors Committee to Protect Journalists, vous les contactez, vous leur exposez votre problème, vous leur dites voilà, je suis persécuté dans mon pays d'origine, je ne peux plus exercer mon métier de journaliste ni celui de peintre ou artiste musicien engagé ou écrivain. Voilà, j'ai besoin d'aide pour une relocalisation parce que c'est le terme que l'on utilise le plus dans notre milieu de défenseurs des droits humains, c'est la relocalisation. Voilà, donc il faut travailler avec les organismes de défense des droits humains. Parce que ce sont ces organismes des droits humains-là, de votre pays d'origine, qui vont vous connecter à leurs confrères qui se trouvent dans les pays où vous êtes censé vous établir. Donc, il y aura comme un pont qui va s'établir de manière à ce que vous soyez protégés. Et il y a autre chose également que j'aimerais conseiller à mes frères et sœurs qui vivent, en fait, qui sont persécutés dans leur pays d'origine et veulent bien aller en exil. Lorsque vous arrivez dans votre pays, c'est-à-dire que dans votre pays d'accueil, dites à vos voisins, c'est très important là, mais alors très très important. Dites à vos voisins, c'est-à-dire que vous leur racontez
votre mésaventure. Vous leur dites que voilà, je m'appelle ceci, cela. Parce qu'il ne faut pas que vos voisins aient l'impression que vous êtes quelqu'un de moralité douteuse, que vous êtes en train de vous cacher. Et surtout que dans des contextes africains, quand on voit un étranger arriver quelque part, tout de suite là, on se pose beaucoup de questions. Mais qui il est? Qu'est-ce qu'il vient chercher ici? Donc, pour éviter ce genre pour éviter ce genre de suspicion à votre égard, vous vous présentez auprès de vos voisins, vous dites, voilà, je m'appelle tel, 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 je viens de tel pays. Si je suis ici, c'est parce que j'ai eu tel problème dans mon pays. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à me protéger. Par exemple, si quelqu'un arrive ici dans la cour et il a un accent un peu comme le mien, dites-lui que voilà, il n'y a pas de, je sais pas, bon, je prends un exemple, il n'y a pas de Camerounais ici parce que je suis persécuté dans mon pays, etc., etc. C'est ce qui m'a sauvé quand j'étais au Burkina Faso. Vous connaissez très bien cette affaire. Des agents du colonel Bankui Émile étaient arrivés tandis que dans la zone où je vivais, ils étaient arrivés là. Ils se renseignaient dans chaque cour et cherchaient à savoir où se trouve un certain Michel, un Camerounais qui vit ici, et blablabla, et blablabla. Et ils sont arrivés au niveau de ma cour, la cour où je vivais à Ouagadougou. Ils se sont renseignés. Et en se renseignant, ils ont demandé à mes voisins qui se trouvaient là que nous cherchons un certain Michel, un Camerounais qui vit ici. Et une de mes voisines leur a répondu qu'il n'y a pas de Michel qui vit ici. Et si la maman là leur a répondu ainsi, c'est simplement parce qu'ils avaient été déjà prévenus par moi que voilà, si quelqu'un arrive ici et avec mon accent là, et que la personne dit qu'elle me cherche et tout, dites à cette personne-là que voilà, il n'y a pas de Michel dans le camp. Parce que si moi aussi j'étais resté là, oui, vraiment, machin, je suis Camerounais, et puis basta. Mais c'est que une fois que les agents de Bankui sont arrivés, étaient arrivés dans la cour, la voisine leur aurait dit que, bah, écoutez, Michel est sorti, il arrive, asseyez-vous. Alors qu'ils étaient là sans doute pour une opération homo dont on connaît les services secrets du Cameroun. Donc, quand vous arrivez dans votre pays d'accueil, c'est-à-dire que vous vous présentez à vos voisins, vous vous présentez, vous leur dites, voilà, je suis ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et c'est en vous présentant, en racontant votre histoire, que vos voisins seront appelés à vous protéger parce que quand vous vivez dans un quartier ou dans une zone, votre tout premier, parce que vous êtes loin de chez vous, vous êtes loin de votre famille, vos tout premiers protecteurs, ce sont vos voisins. Ce sont vos voisins. Donc, il y a ça aussi. Il y a également le choix des pays. Le choix de la terre d'asile est très déterminant. Mais alors, très, très, très déterminant. Éviter des pays où règne la dictature, où un chef d'État, parce que c'est très courant en Afrique, pays où un chef d'État a déjà 1000 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, où règne la corruption, où les élections ne sont pas libres et transparentes, où les défenseurs des droits humains sont traqués, sont jetés en prison, sont assassinés. Des pays comme ça, là, vous allez demander l'asile là-bas, soyez sûr que vous allez retourner chez vous. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, les pays où règne une corruption rampante là,
il faut éviter. Il faut éviter ce genre de pays. Il faut éviter. Moi, j'avais choisi le Burkina Faso. Pourquoi? J'avais choisi le Burkina Faso parce que le Burkina Faso, c'est un pays où la société civile est très forte, est très active. Très forte et très active. Et, au Burkina, il existe quand même une démocratie, peut-être pas parfaite à 100%, mais acceptable. Et surtout que le Burkina Faso a également euh, connu ce qu'on appelle l'affaire Norbert Zongo, c'est-à-dire que c'est depuis que Norbert Zongo avait tué, avec tout ce que cela a entraîné comme conséquence, on fait un tout petit peu attention aux journalistes de ce côté-là. Voilà pourquoi, en tant que journaliste, j'ai estimé que non, c'est peut-être là-bas ou que c'est là-bas que je vais. C'est ce pays-là qui sera ma terre d'asile. Donc, je n'ai pas hésité à m'y rendre et aujourd'hui, je ne regrette pas d'y avoir été. Donc, on va y revenir d'ailleurs tout à l'heure. Bon, à mes frères ambazoniens là, mes frères ambazoniens là, quand c'est fort là-bas chez vous, hein, au Southern Cameroun, et que vous voulez demander l'asile dans un pays africain, évitez les pays d'Afrique francophone. Évitez. Je dis, c'est-à-dire que les militants ambazoniens, c'est-à-dire que qui veulent continuer à se battre pour l'indépendance, pour la libération de l'Ambazonie, là. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Southern Cameroun. Vous voulez chercher refuge dans un pays africain. Évitez les pays africains francophones. Évitez. Pourquoi je le dis? Ce qui m'a sauvé au Burkina, c'est que, un, j'étais un journaliste. Deux, j'étais francophone. Parce que si j'avais été un anglophone, bon, peut-être que le Burkina ne pouvait pas, parce que je n'ai jamais appris que le Burkina Faso a livré un réfugié à son pays d'origine. Je n'ai jamais lu une telle information quelque part, jamais. Peut-être on allait m'expulser pour un autre pays, hein. Mais j'ai quand même passé 1 an et demi au Burkina Faso. Je n'ai jamais été rappelé à l'ordre par quelque autorité que ce soit au Burkina, comme quoi, oui, vraiment, oh, machin, il faut faire ceci, cela. Jamais. J'ai passé 1 an et demi là-bas. Je n'ai jamais été inquiété pour mes opinions. Et je suis sorti du Burkina sans problème, sans tracasserie au niveau de l'aéroport. Rien. Rien. Mais les anglophones, je dis que les ambazoniens là, faites attention. Si vous sortez du Cap pour aller demander l'asile, allez au Ghana, bref, dans des pays anglophones, oui. Mais les pays africains francophones, évitez. Parce que je me rappelle, quand j'arrive au Burkina et que je saisis la commission des réfugiés, quand je leur explique que voilà, c'est dans le cadre du conflit en zone anglophone que j'ai connu des déboires judiciaires, etc. Ils ont sursauté. Et je me rappelle, il y a un monsieur qui m'a dit que pour des raisons humanitaires, on pourra vous accorder l'asile politique, mais le problème des anglophones chez vous, là, ça nous embarrasse un peu. Ça nous embarrasse un peu. Et même quand je me suis retrouvé devant la commission des réfugiés là, pour l'entretien de DST, détermination du statut de réfugié, on m'a posé la question que mais, on vous a arrêté uniquement pour le problème anglophone ou alors c'est pour votre activité journalistique en général?
Je leur ai expliqué que non, c'est-à-dire que si vous jetiez un coup d'œil sur mon dossier judiciaire, vous vous rendriez compte que, en fait, les problèmes que j'ai eu au Cameroun avaient quelque chose à voir avec ma grande gueule en général. C'est vrai que le problème anglophone a été l'élément déclencheur, mais en général, de manière générale, c'est le pouvoir de Yaoundé en avait après ma grande gueule. C'est ce que je leur ai expliqué. Mais j'ai ressenti qu'il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de tout ce qui touche au problème anglophone. Et je les comprends. C'est-à-dire que je comprends les autorités du Burkina Faso. Je les comprends parfaitement. Pourquoi? Vous savez, je parlais des pays africains francophones tout à l'heure. Vous savez que le conflit anglophone qui est en cours est alimenté par la France. Ça veut dire que la France estime que les Ambazonian Restoration Forces sont en train de mettre à mal leurs intérêts. Voilà pourquoi les autorités françaises appuient le gouvernement camerounais dans la répression de cette révolte armée. OK. Bon, maintenant, le fait pour le Burkina de m'accorder, parce que pour le gouvernement camerounais, c'est-à-dire que la tête pensante du soutien au terrorisme ambazonien. Ça, c'est ainsi que me considère le gouvernement camerounais. Alors, le fait pour le Burkina Faso ou un autre pays d'Afrique francophone de, premièrement, m'héberger sur son sol et deuxièmement, de m'accorder le statut de réfugié peut être interprété aussi bien par la France que par la République du Cameroun comme un soutien au terrorisme ambazonien. Et le Burkina Faso, c'est un pays du précaré français. Donc voilà un peu la difficulté dans laquelle se trouvaient les autorités du Burkina et tout, et tout, et tout. Donc voilà pourquoi j'estime que cette attitude des responsables de la commission des réfugiés vis-à-vis de ma demande du statut du statut de réfugié était justifiée. Moi, je ne peux pas être surpris par une telle attitude de méfiance. Je ne peux pas être surpris compte tenu du contexte des enjeux géopolitiques autour du conflit en zone anglophone. Je ne peux pas être surpris par cela. Alors, maintenant, nous allons passer à une autre phase. Il s'agit des difficultés rencontrées par des réfugiés politiques africains en Afrique. Les réfugiés politiques africains en Afrique. Le pays qui traque le plus les réfugiés, c'est-à-dire que le pays qui traque le plus ses ressortissants qui sont réfugiés dans d'autres pays africains, c'est le Rwanda. C'est-à-dire que quand vous êtes un libre penseur rwandais, ou alors si vous êtes un réfugié politique rwandais et que vous êtes en Afrique, c'est-à-dire que Paul Kagame, c'est-à-dire quand vous êtes un réfugié politique rwandais et que vous êtes en Afrique, c'est comme si vous n'êtes jamais sorti du Rwanda, hein, parce que Paul Kagame est capable de mobiliser ses services secrets pour vous assassiner. C'est-à-dire qu'avec Paul Kagame, on ne vous prend même pas, on vous ramène au Rwanda. Non, on vous tue. On vous tue. Le cas le plus récent est celui de Revocat
Karemangigo. Revocat Karemangigo, c'était un lieutenant au sein de l'armée rwandaise. Il était un proche collaborateur de Paul Kagame. Après le génocide de 1994. Alors, Revocat Karemangigo a donc quitté le Rwanda. Bon, il a démissionné de l'armée pour se réfugier au Mozambique. Et là-dedans, il a intégré une association des réfugiés rwandais. Il était même d'ailleurs le trésorier de cette association-là, des réfugiés rwandais, parce qu'il était réfugié au Mozambique. Alors, malgré tout, les services secrets rwandais rôdaient autour de sa maison. Ils rôdaient, passaient de temps à autre, un peu comme les gars de Banqui rôdaient autour de ma demeure quand j'étais à Ouagadougou. Ils rôdaient, ils rôdaient, ils rôdaient. Et puis, le 14 septembre 2021, Revocat Karemangigo a été abattu par des hommes armés non identifiés. Mais en fait, il s'agissait des services secrets rwandais. Donc, quand vous êtes réfugié rwandais et que vous êtes en Afrique, c'est que vous êtes en danger, vous êtes toujours, vous n'êtes pas suffisamment protégé. Parce qu'à tout moment, Kagame peut envoyer ses agents secrets pour vous éliminer physiquement. Un autre réfugié qui a été assassiné par Paul Kagame, il s'appelait Patrick Karegeya. Patrick Karegeya était le chef des services secrets au sein du Front patriotique rwandais. C'est-à-dire que c'était un mouvement politique qui était dirigé par Paul Kagame pendant le génocide de 1994. Donc, Patrick Karegeya était le chef du renseignement militaire au sein des forces patriotiques rwandaises. Et quand Paul Kagame arrive à la tête du Rwanda, Patrick Karegeya était le chef des services secrets, c'est-à-dire que le renseignement extérieur. Et par la suite, il y a une brouille entre Kagame et Karegeya. Et puis, Karegeya s'est réfugié en Afrique du Sud. Au niveau de, je crois, Johannesburg, si je ne me trompe pas. Il a sollicité les autorités sud-africaines pour une demande d'asile politique. L'asile politique lui a été accordé. Sauf qu'il se trouve que en avril ou mai 2013, il accorde une interview à RFI, Radio France Internationale. Et dans cette interview, il révèle qu'il sait très exactement ce qui s'est passé lors du déclenchement du génocide le 7 avril 1994. Donc, il a eu à faire des révélations sur l'attentat de l'avion qui transportait Juvenal Habyarimana et puis le président burundais, donc l'avion qui avait été abattu, donc l'attentat qui a provoqué le génocide. Donc il avait plein de secrets autour de cette affaire-là qu'il a commencé à révéler à RFI. Et ceci était donc de nature à embarrasser Kagame et son régime. Voilà pourquoi Kagame a tout fait pour obtenir la tête de Karegeya Patrick. Et c'est ainsi que le 1er janvier 2014, Patrick Karegeya a été assassiné dans un hôtel par les services secrets rwandais. Un autre cas qui est un peu plus
qui n'est pas si récent que ça, c'est celui d'un certain Seth Sendashonga. Seth Sendashonga était le ministre de l'Intérieur de Paul Kagame quelques mois seulement après le génocide. Bon, après quelques années, Seth Sendashonga a démissionné du gouvernement de Kagame. Il s'est réfugié par la suite parce qu'il était ministre de l'Intérieur. Après sa démission, il se réfugie au Kenya. Et il demande l'asile politique aux autorités kenyans qui le lui accordent. Et depuis le Kenya, cette Sendashonga se met à critiquer viscéralement le pouvoir rwandais, le régime de Paul Kagame. Et le 16 mai 1998, parce qu'en 1995, il échappe, non, en 95 ou 96, il échappe à un assassinat des services secrets rwandais. Mais le 15 mai 1998, à Nairobi, bon, il était à bord de son véhicule, il était en train de conduire, il était avec un de ses proches, et puis les services secrets du Rwanda étaient en train de le filer. Et subitement, boum, un coup de feu sort de nulle part et puis voilà, il est touché mortellement. Voilà comment les services secrets rwandais ont réussi à neutraliser cette Sendashonga parce qu'il était devenu une figure politique très encombrante pour le régime de Kagame. Alors, le Cameroun, mon pays d'origine, est un très très mauvais exemple en matière de protection des réfugiés. Je sais qu'il y a des autorités camerounaises qui écoutent ce direct. Il faut qu'elles sachent que le Cameroun est un exemple, est l'un des mauvais exemples en matière de protection des réfugiés. C'est-à-dire que pour les autorités camerounaises, la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ne vaut absolument rien. Pourquoi je le dis? Des réfugiés qui se sont établis au Cameroun ont été par la suite livrés à leur pays d'origine par les autorités camerounaises. Je vais vous prendre l'exemple d'un militaire équato-guinéen. Il s'appelait Cyprien Nguema Mba. Bon, beaucoup de Camerounais qui étaient adolescents à l'époque. Nous sommes le 7 octobre 2008. Beaucoup de Camerounais qui étaient adolescents à l'époque connaissent très bien cette histoire, l'histoire de Cyprien Nguema Mba. Et je vais vous la raconter pour ceux qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas une idée assez précise de cette affaire. Cyprien Nguema Mba était un militaire équato-guinéen et un opposant. Après avoir été traqué, persécuté par le régime d'Obiangema, un régime dictatorial, c'est pas moi c'est pas à moi de vous l'apprendre. Il s'est réfugié au Cameroun. Il a saisi le HCR, au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin d'obtenir le statut de réfugié. Il a obtenu le statut. Mais malheureusement, quelques policiers camerounais véreux l'ont livré à son pays d'origine. Alors,
Voici ce qui se passe. Et ça se passe au Cameroun, hein, à Yaoundé. Nous sommes le 7 octobre 2008. Cyprien Nguemamba est chez lui. Il habitait un appartement au niveau de, comment on appelle le quartier où on a construit le stade, là, à Olembe. Des individus l'appellent pour lui dire que voilà, il y a un business il y a quelqu'un qui aimerait lui acheter une voiture parce qu'il proposait une voiture à vendre. Le militaire équato-guinéen en question. Alors, il se lève, il dit, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, il s'en va avec des messieurs. Parce que dans ce groupe-là, il y avait des policiers en civil, il y avait des agents des services de renseignement camerounais. Bon, on l'invite à un endroit à 10 km de Yaoundé en allant après Ngomtou. Alors, ils vont avec le militaire équato-guinéen là. Et puis, hop, on l'attrape, on lui injecte le somnifère, il s'endort. C'est comme ça que les gars l'embarquent. Allez, la voiture a roulé jusqu'à la frontière avec la Guinée équatoriale. C'est-à-dire que quand le véhicule qui transportait le militaire équato-guinéen, là, c'est-à-dire qu'il était inerte parce qu'il était sous l'effet du somnifère. Quand ils sont arrivés au niveau de Kiossi, Cyprien Nguemamba a été livré à la police équato-guinéenne qui l'a conduit jusqu'à Malabo avant de le jeter à le Prison Beach, dans la prison politique d'Obiangema Zobo. C'est-à-dire que des policiers camerounais, un opposant, un militaire, il est protégé par le droit international, la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ça veut dire que l'État qui lui a accordé le statut de réfugié n'a pas le droit de le refouler dans son pays d'origine. Mais des policiers camerounais véreux, parce qu'ils ont reçu 15 millions de francs, ce sont les services secrets équato-guinéens qui ont proposé 15 millions de francs à ces policiers camerounais-là pour qu'ils aillent capturer Cyprien Nguemamba et mettre ce dernier à la disposition des autorités équato-guinéennes. Et tout cela a été organisé par l'ambassade de Guinée équatoriale à Yaoundé. Parce que des agents des services secrets équatoriaux étaient arrivés à Yaoundé pour préparer l'opération. Et c'était en connexion avec l'ambassade de Guinée équatoriale à Yaoundé que cette opération a été menée. Et 15 millions de francs CFA ont été mis en jeu pour obtenir la tête de cet opposant équato-guinéen. Un autre cas de réfugié, bon, celui-là, c'était un demandeur d'asile, parce que les demandeurs, il y a une différence entre demandeur d'asile et réfugié politique. Le demandeur d'asile, c'est celui qui a déposé sa demande auprès soit du HCR, soit de la Commission locale des réfugiés, et dont la demande est encore à l'étude. Mais il bénéficie de la même protection que le réfugié qui s'est vu accorder le statut de réfugié. Donc, le demandeur d'asile, tout comme le réfugié, bénéficie des mêmes droits, de la même protection par le droit international. Alors, l'autre cas dont je voulais parler, c'est celui de Brucelon Nelson Apanga, un jeune militant d'un mouvement estudiantin au Congo-Brazzaville, appelé le MEC, Mouvement des élèves et étudiants du Congo.
Alors, Brucelon Nestor Apanga et ses camarades étaient donc en train d'organiser, nous sommes en février 2018, un mouvement de revendication à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville. Puis on les arrête. Lui, Brucelon Nestor Apanga et ses camarades sont arrêtés. Ils sont conduits à la DG, Direction générale de la sécurité, non, de la surveillance du territoire. Oui, parce que c'est cet organe au Congo-Brazzaville qui fait office de service de renseignement extérieur. Et ce service est dirigé par le général Philippe Obara. Bon, du moins à l'époque, la DGST était dirigée par Philippe Obara, un tortionnaire, quelqu'un de très influent au niveau du Congo-Brazzaville là-bas. Ils ont été torturés à la DGST et tout, jetés en prison et tout et tout. Et en mars 2018, Brucelon Nelson Apanga bénéficie d'une liberté provisoire. Et à la faveur de cette liberté provisoire, il réussit à sortir clandestinement du Congo pour se retrouver au Cameroun. Arrivé au Cameroun, il habitait le quartier Oza, à Yaoundé. Et il a même saisi la commission des réfugiés du Cameroun pour le statut de réfugié. Donc, il était demandeur d'asile. Or, qu'est-ce qui se passe? Le 18 octobre 2020, écoutez bien, ça se passe au Cameroun, hein, à Yaoundé. Le 18 octobre 2020, des agents des services secrets congolais de la DGST arrivent au quartier Odja, là où habitait le jeune Brucelon Nelson Apanga. Ils arrivent là. Parce qu'il sortait pour aller acheter, parce qu'il achetait souvent les beignets haricots bouillis chez une maman là au quartier Odja. Au moment où il se rendait donc chez cette maman là pour acheter les beignets haricots bouillis, il est interpellé par des inconnus qui lui font signe de venir. Il dit, monsieur, venez. C'est vous, monsieur Nelson Brucelon Apanga? Il dit oui. Et il était habillé en short, maillot, tout ça. Il dit, allez, suivez-nous. Il dit, non, laissez-moi m'habiller. Il dit, non, 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 suivez-nous. Accompagnez-nous quelque part. On va revenir après. Alors que c'était des agents des services secrets congolais qui sont venus de Brazzaville pour le chercher. Et cela se passe en plein Yaoundé. Donc, ça veut dire que si les agents des services secrets congolais se sont retrouvés en plein Yaoundé, ça ne pouvait être qu'avec la complicité des services de sécurité et des renseignements du Cameroun. Et c'est comme ça que Brucelon Nelson Apanga est embarqué dans ce pick-up-là. Et puis, allez, direction Congo-Brazzaville. Et c'est comme ça qu'ils sont passés par San-Mélima, Ouesso, et puis aujourd'hui, on ne sait même pas ce que ce garçon est devenu. Voilà un demandeur d'asile protégé par le droit international en plein Yaoundé. Il a été enlevé et puis reconduit chez lui avec la complicité des autorités du Cameroun. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que évitez les pays, c'est-à-dire que si vous êtes un militant, je ne sais pas, politique, un journaliste, bref, un libre penseur, vous êtes persécuté dans votre pays d'origine, évitez les pays limitrophes du Cameroun. Évitez les pays limitrophes, évitez des États voyous comme le Cameroun là, vraiment, évitez. Évitez. Évitez.
Évitez les pays voisins des vôtres. Évitez ça. Évitez. Parce que quand vous partez vous installer dans un pays voisin au vôtre, c'est que vous n'êtes même jamais, c'est la porte d'à côté, vous n'êtes jamais sorti. Vous n'êtes jamais sorti. Les services secrets de votre pays d'origine viendront un jour ou l'autre vous pêcher. Là où vous êtes pour vous ramener chez vous. Vous n'êtes jamais sorti. Autre pays également qui est le pire exemple en matière de protection des réfugiés, c'est le Nigeria. Pourquoi le Nigeria? À cause de l'affaire Ayoub Tabé. Sissekou Ayoub Tabé. Regardez avec quelle facilité Ayoub Tabé a été déporté du Nigeria pour le Cameroun. Pourtant, Sissekou Ayoub Tabé et tous les membres de son gouvernement qui ont été déportés du Nigeria pour le Cameroun étaient protégés par le HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, ça veut dire qu'il arrive des moments où les États qui sont pourtant partis à cette convention de Genève de 1951 sont souvent amenés à invoquer un principe là qui pour moi ne veut absolument rien dire. C'est la raison d'État. La raison d'État doit primer sur les conventions internationales dûment ratifiées. Pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, la raison d'État a très souvent été avancée par les pays, les États signataires de la Convention de Genève de 1951 pour persécuter ou alors pour faire interpeller ou enlever des citoyens qui sont pourtant protégés par la Convention de Genève de 1951 sur le statut du réfugié. Donc, au moment où Ayoub Tabé est enlevé au Nigeria par les services secrets nigérians, et d'après certaines investigations, les services secrets français étaient également à la manœuvre. C'est-à-dire que si on tirait les ficelles de cet enlèvement. Donc, le Nigeria, malgré le fait, parce qu'il y a toute une commission de réfugiés au Nigeria, il y a un bureau du HCR au Nigeria, et quand Ayoub Tabé et ses gars ont même été enlevés, ils sont passés par les bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et là-bas, ils ont été rassurés de ce qu'ils n'allaient jamais être déportés au Cameroun parce qu'ils sont protégés, ils sont des réfugiés, et que le Nigeria n'avait aucun droit de les renvoyer au Cameroun. Donc, le fait pour le Nigeria d'avoir... et quand vous le faites, et que vous avez ratifié le statut de Rome sur la création de la Cour pénale internationale, vous êtes passible de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale parce qu'il faut que les États, les chefs d'État africains qui ont l'habitude, de déporter, de refouler les réfugiés vers leur pays d'origine le sachent. C'est que quand vous le faites, quand vous refoulez un réfugié vers son pays d'origine, et que vous êtes signataire du statut de Rome, vous êtes passé de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale parce que vous avez violé le droit international. Ça s'appelle un enlèvement. L'enlèvement, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Donc, vous êtes passible de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale. Donc, ce que les autorités du Nigeria ont fait
concernant l'affaire Ayoub Tabé. C'est une violation, c'est-à-dire que c'est un crime contre l'humanité passible de poursuite judiciaire devant la Cour pénale internationale. Et je me rappelle que cet argument juridique a été évoqué par Maître Charles Takou. C'était au mois en 2018, au mois de mai, comme ça là. Il avait dit que le Cameroun est passible de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale parce que les autorités camerounaises ont agi au niveau. C'est-à-dire que même si le Cameroun n'a pas ratifié la convention, en fait, le statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale, les autorités camerounaises sont passibles de poursuites judiciaires devant la Cour pénale internationale concernant l'enlèvement d'Ayoub Tabé. Pourquoi? Parce que le Nigeria et le Cameroun ont coagi dans cet enlèvement d'un réfugié en plein, ou des réfugiés parce qu'ils étaient nombreux, en plein territoire nigérien. En plein territoire nigérien. Donc, c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Et les États africains ont très souvent l'habitude de violer, la Convention de Genève de 1951 relative à la protection des réfugiés. Mais malgré tout cela, parce que vous savez, il n'y a pas que tout n'est pas que noir en Afrique. Hein. En matière de protection des réfugiés, il y a quand même des pays qui sortent du lot. Moi, par exemple, je recommanderais le Sénégal. Le Sénégal, c'est quand même un exemple en matière de protection des réfugiés. Parce que si le Sénégal n'était pas un exemple en matière de protection des réfugiés, Hissène Habré, l'ex-président du Tchad, ne s'y serait pas réfugié après tous les crimes qu'il a eu, que sa DDS a eu à commettre. Ça montre quand même qu'au Sénégal, le Sénégal est un exemple en matière de protection des réfugiés. C'est un exemple en matière, même comme en fin de compte, le Sénégal a fini par céder aux pressions internationales qui demandaient, enfin, qui souhaitaient que le Sénégal puisse permettre qu'Hissène Habré soit jugé pour les crimes qu'il a eu à commettre durant son mandat de 82 à 90. Donc, le Sénégal a été obligé de céder à cette pression. Bon, Hissène Habré a été jugé devant les chambres extraordinaires africaines. Bon, c'est une cour qui a été créée par l'Union africaine pour juger Hissène Habré. Mais au moment où Hissène Habré est jugé, il jouit du statut que le gouvernement sénégalais lui a l'asile politique. Le gouvernement sénégalais lui a accordé l'asile politique. Le gouvernement sénégalais n'a jamais souhaité refouler Hissène Habré vers son pays d'origine. Jamais. Donc le Sénégal, quand même, c'est un pays qui sort du lot. Le Burkina Faso aussi, c'est un pays que je recommanderais à tout Africain qui est à la recherche d'une terre d'asile. Je recommanderais le Burkina Faso. Vous pensez que si le Burkina Faso voulait me refouler vers le Cameroun, je n'étais que demandeur d'asile. Je ne jouissais pas encore du statut de réfugié, non. J'attendais de savoir, j'étais encore en train d'attendre, c'est-à-dire que le statut me soit accordé.
Donc, je n'étais que demandeur d'asile. Donc, j'avais déposé la demande et puis voilà, j'attendais. C'est vrai que ça a pris tellement de temps, tellement de temps, tellement de temps. Et il y a également autre chose, et ça, c'est ce qui m'a fait partir de, ce qui m'a fait opter pour l'opportunité de voyage en Norvège, là. C'est-à-dire que c'est, c'est, ce n'est même pas tant parce que beaucoup de gens me disaient, voilà, tu n'es même pas en sécurité là-bas. Et surtout que les agents des services secrets camerounais me farfouillaient de ce côté-là et tout et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est vrai qu'il y a le fait que Guérand Dimbara, par exemple, ait vécu au Burkina Faso et que c'est à partir de là que il a été, enfin, que c'est partant de là pour l'Europe qu'il a été enlevé et puis voilà, aujourd'hui il n'est plus de ce monde. C'est vrai, il y a tout ça. Mais si les autorités du Burkina voulaient me renvoyer au Cameroun, ils l'auraient fait. Si j'ai passé 1 an et demi au Burkina, malgré mes prises de position depuis le sol burkinabé, vraiment, c'est-à-dire que quand moi-même j'essaye un peu de reparcourir ce que j'ai eu à écrire étant au Burkina, ce que j'ai posté sur ma chaîne YouTube étant au Burkina, je ne peux que me tourner vers les autorités du Burkina Faso et leur dire une fois encore merci de m'avoir protégé. Merci. Je ne remercierai jamais assez les dirigeants du pays des hommes intègres. Vraiment. Parce que je suis sûr qu'un autre pays, un pays comme celui, c'est-à-dire qu'un autre pays n'aurait pas hésité à me remettre à la disposition des autorités du Cameroun pour que j'y sois jugé et condamné. Mais si j'ai passé autant de temps au Burkina Faso à faire prévaloir tout ce que vous pouvez imaginer comme opinion, vraiment, il faut tirer un coup de chapeau aux autorités du Burkina Faso. Par contre, ce qui m'a un tout petit peu découragé de ce côté-là, c'est la loi sur le statut des réfugiés. Je me suis rendu compte que quand vous êtes un réfugié politique, pas seulement au Burkina, dans pas mal de pays africains, les autorités de ces pays-là ont tendance à vous faire savoir qu'écoutez, vous avez l'obligation de réserve. Waouh! Moi, j'ai jamais compris cette histoire d'obligation de réserve là. Tu fuis ton pays parce que tu es persécuté pour tes opinions politiques. Mais si tu te sens obligé de partir, ça veut dire que tu cherches un endroit où tu peux continuer à exercer ta liberté, à jouir de ta liberté d'opinion. Maintenant, tu pars de ton pays, là où on ne supporte pas la libre pensée. Tu t'établis dans un pays d'accueil où on te fait savoir que, écoute, tu as obligation de réserve. Ça n'a pas de, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Un réfugié a le droit, a droit à la liberté, c'est-à-dire qu'il doit jouir de sa liberté d'opinion, tout comme les nationaux. Pour moi, cette histoire d'obligation de réserve, bon, encore que ce n'est pas compatible avec le métier de journaliste, par exemple, le métier d'écrit, c'est-à-dire que avec les activités, des activités telles que le journalisme, l'écriture, la musique engagée, etc., etc. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas du tout compatible. Donc, c'est autant de choses qui m'ont amené à dire non. Si ces gens-ci m'accordent le statut, et surtout que j'ai eu des assurances que ce statut-là allait m'être octroyé. Mais malheureusement, la loi sur c'est-à-dire que la disposition
relative au droit de réserve, c'est ça qui m'a un peu découragé parce que, bon, je me suis dit qu'avec cette loi, je risquais de ne pas avoir suffisamment de marge de manœuvre pour exercer mon métier. Voilà pourquoi j'ai saisi l'opportunité que m'offrait le gouvernement norvégien. Le gouvernement norvégien parce que ici, moi, j'ai pas de problème. J'exerce ici librement, je dis ce que je veux. J'ai ma liberté d'expression ici, d'opinion et tout. Bon, jamais une autorité norvégienne ne m'a interpellé quant à mes écrits, quant à mes prises de position. Non, 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 non. Et c'est même d'ailleurs pour cela qu'on m'a accordé l'asile politique, qu'on m'a accordé le statut de réfugié politique ici en Norvège. C'est par rapport à mes écrits en tant que journaliste, c'est par rapport à mes prises de position en tant que journaliste. Voilà. Et autre chose également, quand on vous... un autre conseil, hein, un autre conseil que j'ai à donner à mes jeunes frères africains, quand on vous accorde le statut de réfugié, ça veut dire que vous aurez droit à une carte de réfugié et à un document de voyage. Donc, c'est une espèce de passeport. Bon, voilà, si par exemple le mien ici, on va vous remettre un truc comme celui-ci. Voici par exemple le mien. Vous voyez? Voilà, voilà ça. Travel document, titre de voyage. Voilà. Voilà le mien. Voilà le mien là. Comme vous pouvez le voir. Voici, non, là, je vais vous cacher mon numéro personnel à 11 chiffres. Je vais le cacher pour que vous ne le voyez pas parce qu'il est personnel et privé. Voilà. Voilà voilà mon passeport. Ça s'appelle document de voyage. C'est une recommandation des Nations Unies. C'est-à-dire que quand on vous accorde le statut, vous voyez là, titre de voyage, convention du 28 juillet 1851. Voilà. Voilà. Voilà donc ce que les autorités norvégiennes m'ont accordé en tant que réfugié. Donc, ceux qui bavardent à Yaoundé là, ils disent que oh, je suis en train de chercher les kaolos. Oh, je cherche le statut de réfugié. Qu'ils sachent donc que ce statut, je l'ai déjà. Voilà. Donc, avec ce passeport, quand vous êtes réfugié et qu'on vous l'accorde, vous pouvez voyager partout, sauf dans votre pays. Vous ne devez pas vous rendre dans votre pays d'origine. Parce que si vous vous rendez dans votre pays d'origine, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de bénéficier de la protection internationale, puisque vous estimez que votre pays d'origine ne vous persécute plus. Donc, vous n'avez plus le droit de jouir du statut de réfugié. Donc, comme je disais tantôt, je suis très fier. Je suis très fier enfin, je suis très reconnaissant vis-à-vis des autorités du Burkina Faso. Parce que, pour être sincère, le Burkina Faso, c'est un exemple. C'est un exemple en matière de protection des réfugiés. C'est un exemple. Parce que si les autorités, et ce ne sont pas les demandes formulées par Yaoundé qui manquaient, ce ne sont pas les demandes formulées par Yaoundé qui manquaient. Vous ne pouvez pas imaginer les coups de fil qui partaient de Yaoundé pour Ouagadougou me concernant. Vous ne pouvez pas imaginer. Et ça, je l'ai appris bien plus tard. Je l'ai appris bien plus tard. Parfois, c'est à la présidence qu'on appelait, parfois c'est au ministère de la Défense qu'on appelait. Comme Banqui Emile s'agitait là, se frappait la poitrine en disant que oui, il a des camarades dans l'armée du Burkina, machin, chouette, qui sont généraux et blablabla et blablabla. Malgré tous ces soutiens au sein de l'armée du Burkina, moi j'étais là tranquillement
à Ouagadougou. Je montais, je descendais, je menais ma petite vie. J'avais mes prises de position, j'écrivais mes posts sur Facebook, mes articles et tout, et tout, et tout. Et puis j'étais tranquille. J'étais tranquille et je n'ai jamais, et je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais été rappelé à l'ordre. Quand j'étais à Ouagadougou, là, je n'avais jamais reçu la visite d'une autorité burkinabé qui vienne me dire que vraiment vos opinions là, surtout sur la crise anglophone là, vraiment, ça nous met mal à l'aise, etc. Jamais, jamais, jamais. Elles m'ont laissé m'exprimer librement. Et même quand je suis sorti du Burkina Faso, c'était sans anicroche. Sans anicroche. Et pendant que je sortais, Bankui les gars de Bankui étaient déjà à Ouagadougou. Bon, je ne sais trop pour faire quoi. Je ne sais trop pour faire quoi. Parce que si la nouvelle de leur présence à Ouagadougou m'avait trouvé là-bas, on allait les faire arrêter. Ils n'allaient même pas pouvoir mener leur opération jusqu'au bout parce qu'on allait les arrêter. On allait les arrêter. Et puis, il y a une chose qui, moi, m'amuse. Et ça, je m'adresse à certains. Il y a quelqu'un qui réagit, qui dit, qui s'occupe actuellement du renseignement concernant ta protection vis-à-vis des intrusions et tentatives de nuisance des autorités de Yaoundé. Oui, bien sûr, il y en a qui continuent de rôder ici. Mais il y en a qui, parce que quand ils arrivent, ils restent carrément soit au niveau de la Finlande, soit au niveau d'Oslo, je suis à Yabacho là-bas. Ils n'osent même pas venir, parce que moi je suis au sud de la Norvège. Ils n'osent même pas venir ici à Christ. Parce que s'ils viennent ici à Christ, on va les arrêter. On va les arrêter. On va les arrêter. Même au Burkina Faso là. Et ça, c'est un avertissement que je lance à certains agents des services secrets du Cameroun, dont ceux du colonel Bankui. Si vous essayez d'aller au Burkina Faso là-bas, chez mes beaux-frères là, parce que j'ai ma femme qui vit là-bas, si vous essayez d'aller là-bas, parce que je suis au courant, ça c'est une information que je vous donne, mesdames et messieurs, vous qui m'écoutez, je suis au courant qu'un agent du colonel Bankui, écoutez très bien, c'est une information que je vous donne, qu'un agent du colonel Bankui a contacté, c'est un policier, il a contacté une jeune fille à Ouagadougou là-bas. Et il se trouve que cette jeune fille, j'ai eu à flirter avec elle. Bon, du moins, on est sortis ensemble. Maintenant, ils sont allés rencontrer la fille là pour que, bon, je ne sais pas quel plan ils ont eu à établir avec la fille. Comme quoi la fille devait venir me rencontrer ici en Norvège pour me donner le poison afin que je meure. Mais il continue à fuir là. Et moi, je tiens donc à vous dire, je vais commencer par vous poser la question suivante. Quand je suis arrivé à Ouagadougou, c'était le 16 mai 2019, vous savez chez qui j'ai passé la nuit? Je m'adresse aux agents de la sécurité militaire là, du colonel Bankui. Vous savez chez qui j'ai passé la nuit? Quand je suis arrivé à Ouagadougou, vous savez chez qui j'ai... Si je vous décris la personne qui m'a hébergé pendant les 2 premières semaines que j'ai passé à Ouagadougou, vous n'aurez même plus le courage d'envoyer vos agents là-bas. Vous n'aurez même plus le courage d'envoyer vos agents là-bas. Si je vous dis seulement. Donc, vous pensez que vos opérations qui échouent à Ouagadougou, là, c'est pour rien. C'est parce que si vous pouvez seulement imaginer chez qui j'ai passé la nuit, quand je suis arrivé à Ouagadougou dans l'après-midi, celui chez qui j'ai passé ma première nuit,
Si je vous décris qui il est, vous n'aurez même plus le courage d'aller foutre vos nez là-bas à Ouagadougou. Vous n'aurez plus ce courage-là. Vous n'aurez plus ce courage-là. Et quand je suis parti de là pour m'établir dans le logement que j'ai trouvé à 200 ou 300 mètres plus loin, vous savez, vous imaginez qui étaient mes voisins? Vous imaginez qui étaient mes voisins? Donc, ça veut dire que le jour où les agents de banque sont arrivés dans ma cour, ils ont même eu tellement de chance que c'est qu'ils allaient dormir même en cellule. Ils allaient dormir en cellule. Ah oui, ils allaient dormir en cellule. Donc, ce live show que j'ai voulu faire, à travers ce live show, j'ai voulu remercier grandement les autorités du Burkina Faso. Et je conseille à mes frères africains, c'est le pays de Thomas Sankara. Si vous êtes persécuté, si vous êtes menacé chez vous, allez là-bas. Vous n'aurez jamais de problème. Le Burkina ne va jamais vous prendre que, oh, allez. Guérandi a vécu là-bas, non? Pendant 30 ans. Les agents des GRE l'ont traqué pendant 30 ans. Mais le Burkina a refusé de mettre Guérandi Mbara à la disposition du Cameroun. Et Guérandi Mbara a été enlevé par les services secrets français. C'est après sa brouille avec les services secrets français qu'il a été enlevé. Et il a même été enlevé hors du Burkina. S'il avait vécu au Burkina, là, rien ne lui serait arrivé. Rien du tout. Rien. Donc, c'est un plaidoyer que je vais lancer et c'est par là que je vais terminer ce direct-là. Je vais adresser un plaidoyer à l'Organisation des Nations Unies concernant la Convention de Genève de 51. Donc, je plaide pour qu'une résolution ou une déclaration soit adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies pour que les réfugiés aient la possibilité de s'engager dans des mouvements et des associations politiques, de pouvoir s'exprimer librement dans leur pays d'accueil. Parce que certains États africains surfent sur l'interdiction faite par la Convention de Genève de 51 de militer au sein des associations politiques pour faire comprendre aux demandeurs d'asile qu'ils ont obligation de réserve. Or, cette obligation de réserve n'est pas compatible avec des activités menées par des demandeurs d'asile, notamment l'exercice de la profession de journaliste. Parce que quand tu es journaliste, tu écris, tu dénonces, tu t'exprimes. Alors, quand le pays qui t'accueille te pose l'obligation de réserve, ça veut dire que tu dois cesser, tu dois arrêter d'exercer ta profession de journaliste, tu dois arrêter d'écrire des livres, tu dois arrêter de composer des chansons engagées, des chansons à texte. Ça veut dire que, bref, le libre penseur que tu étais doit devenir un être ordinaire, ce qui pour moi n'a pas de sens. Donc, j'invite à travers cette vidéo, qui est d'ailleurs suivie sur ma page Twitter, j'invite les Nations Unies, c'est-à-dire que l'Organisation des Nations Unies, à faire tout ce qui est nécessaire, à adopter un certain nombre de mécanismes invitant les États africains à garantir la liberté d'expression aux libres penseurs. Je parle bien des États africains parce que je ne connais pas de pays européen où on interdit à un réfugié de s'exprimer librement, en fait, de faire valoir ses opinions politiques. Ce n'est que dans les pays africains
que l'on fait savoir aux demandeurs d'asile qu'ils ont obligation de réserve. Donc, vraiment, je tiens à ce que les responsables des Nations Unies puissent s'apaisantir sur ce problème qui est crucial. Oui, qui est crucial parce que moi, j'aurais bien aimé jouir de mon statut de réfugié au Burkina Faso, mais malheureusement, compte tenu des pesanteurs juridiques, euh, notamment la fameuse loi sur le statut de réfugié, notamment l'article, je crois, 15 ou 16, qui prescrit que le réfugié a obligation de réserve. Donc, n'eût été cela, moi, je serais resté au Burkina, bien évidemment, en regardant autour de moi, en prenant des mesures de sécurité, parce que ma sécurité n'était pas assurée de ce côté-là à 100%. Donc, j'aurais bien aimé jouir de mon statut de réfugié en Afrique, mais malheureusement, je n'avais pas d'autre choix que de venir ici en Europe, plus précisément en Norvège. Alors, merci à vous toutes et à vous tous qui étiez connectés pour suivre ce live show. Alors, on va simplement se dire merci et à très, très, très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir. Alors, que se passe-t-il?